РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков. Le héros de notre émission d'aujourd'hui est une figure importante de notre conspiration. Il n'était peut-être pas considéré comme un écrivain célèbre, mais c'est lui qui a lancé notre mécanisme littéraire et ce mécanisme a commencé à fonctionner. Nikolai Ivanovitch Novikov. Rappelons-nous ses années de vie. 1744-1818. La première chose que l'on lit à son sujet, c'est qu'il était le grand civilisateur russe. Est-ce vraiment le cas ? Bien sûr, il est grand de par sa sagesse, sa persévérance et son succès. Il a fait quelque chose pour sortir la Russie de l'impasse en termes d'édition, de publication des revues, de diverses tendances satiriques, celles-ci étant très acérées. Quand j'ai commencé à les lire récemment, j'ai pensé « Waouh !» Les journaux satiriques proposant une vision si acérée sont apparus en Russie après la réforme d'Alexandre II au XIXe siècle. Novikov est une personne brillante et insolite qui mérite d'être mise en lumière. Et surtout, il a une incroyable spontanéité en lui. C'est-à-dire que c'est un civilisateur qui nous éduque tous dans la joie et pas dans l'ennui. Allons, on va apprendre cela aussi. Et sa vie était franchement atypique. Pour commencer, il ne connaissait pas une seule langue étrangère, mais était un grand éducateur. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a en même temps publié un grand nombre de traductions. Apparemment, il avait un instinct fantastique en matière de ce qui devait être publié et de ce qui serait intéressant pour les lecteurs. Il jouissait d'un énorme succès parmi ceux que l'on appelait l'intelligentsia noble de la fin du siècle. Il avait compris, grâce à son instinct absolument incroyable, que la Russie avait besoin d'une troisième classe, c'est-à-dire des marchands, des entrepreneurs, et il insistait là-dessus. Et d'autre part, après le malheur survenu, dont nous parlerons plus tard, après que Catherine s'était enragée à propos de ses œuvres, de son attitude envers les paysans, car il était un ardent opposant au servage. Il a été envoyé en prison. Il a été oublié à un moment donné, mais Belinsky le caractérise déjà très clairement, et nous allons commencer par cela. Belinsky écrivait en 1834 « Le règne de Catherine II fut marqué par un phénomène si merveilleux et rare dans notre pays que nous, les pêcheurs, ne reverrons pas prochainement, semble-t-il. Qui ne connaît pas Novikov, ne serait-ce que de nom? Quel dommage que nous ayons si peu de renseignements sur cet homme extraordinaire et j'ose dire grand. Nous oublions les actes bienfaisants d'un homme dont toute la vie, toute l'activité était dirigée vers le sens commun. En fait, dans nos programmes, nous nous sommes constamment tournés vers Novikov. On retrouvait notamment son nom dans les émissions consacrées à ses contemporains, Raditchev, Fonvisine et bien d'autres. C'est pourquoi nous parlons de lui aujourd'hui. Quel est son rôle dans notre conspiration des classiques ? Je pense qu'il est le principal conspirateur de la fin du XVIIIe siècle, car, en principe, il publie, sous le couvert d'un éditeur satirique, les livres destinés à éduquer la troisième classe en plus de la noblesse. C'est certainement un radical très sérieux, sinon un révolutionnaire. Un satiriste est une personne qui veut simultanément changer et vraiment faire bouger cette monarchie. Eh bien, je ne parle pas du fait qu'il aimerait d'abord une monarchie éclairée, puis celle associée à certains principes constitutionnels. C'est une personnalité forte et active qui, avec Fonvisine et Raditchev, représente à la fin du XVIIIe siècle ce qui a été une certaine mesure un choc pour Catherine II. Et il a réussi à faire beaucoup, n'est-ce pas ? Il a réussi à faire beaucoup. Et encore, il a mis des accents de façon assez claire et je dirais cartésienne, tel le Descartes russe. Les jeux de son esprit étaient très fructueux. La profession d'écrivain était également considérée comme destinée au service du gouvernement. Que doit faire un écrivain pour avoir sa propre fierté et sa dignité?
il semble que Navikov s'exprime simplement et très à propos. Chaque écrivain doit poursuivre 2 objectifs. Le premier consistant à enseigner et à être utile, et le second ayant pour but d'amuser et d'être agréable. Mais l'excellence et les honneurs appartiennent à celui qui réussira à concilier ces 2 objectifs. Le raisonnement du public à propos de l'écrivain repose sur les mêmes hypothèses, et il est considéré comme heureux lorsqu'il est reconnu par le public comme un artiste-interprète. Malgré tout son sérieux, malgré le fait qu'il comprenait clairement ce qu'il fallait faire, c'était une personne pétillante et vive. J'ai lu quelque part qu'avant leur connaissance personnelle, Raditchev avait imaginé Novikov comme une personne ennuyeuse. Et quelle a été la surprise de Raditchev quand, lors de leur rencontre, Novikov s'est avéré être quelqu'un totalement différent. Premièrement, je dois dire que même dans l'apparence de Navikov, il y a une certaine grandeur. C'était un noble, mais pas d'une vieille famille. Oui, un noble de la région de Moscou. Mais il y a du charme dans son visage et de la dignité en lui. Et en même temps, il y a une sorte de sourire dans les yeux. Et quand j'ai commencé à préparer notre programme, j'ai compris pourquoi. Il y a en lui une incroyable ironie. Il considérait certaines choses très sérieusement, mais d'un autre côté, il était ironique sur diverses choses, y compris les relations entre les hommes et les femmes, et écoutez ce qu'il écrivait là-dessus. « Ah, je suis perdu, ma femme me trompe, elle ne m'aime plus. Oh, cela me fait de la peine. Comment s'élancer? Comment croire, comment se fier aux serments quand même les siens étaient faux? Son amour pour moi était sans borne. Chaque heure, je voyais sa ferveur s'intensifier envers moi. Chaque minute, je voyais de nouvelles caresses, et j'ai gardé au plus doux plaisir d'être aimé passionnément. Mais hélas, tout cela était fini, et il n'y avait qu'un seul souvenir douloureux de ma félicité. Ô maudite moralité douteuse, toi seul es tenu responsable du rapt de ma femme. Oh, que je suis malheureux de ne pas pouvoir oublier cette infidèle. Ô femme, femme, vous ne me tromperez plus. » Ces lignes ont été prononcées volontairement. Il n'était pas moraliste ni pédant. Au contraire, c'était un satiriste enclin à critiquer les mœurs. Avec Fonvisine, il a eu l'idée de voir ce qu'était la noble société. Et dans la revue satirique Trouten, Faux-Bourdon, il y a un passage merveilleux quand un coureur de jupons et dandy rencontre 2 jeunes femmes au théâtre. Une conversation s'engage, et au cours de cette conversation, il s'avère, à son grand dam, que toutes les 2 sont ses maîtresses. Ah, c'est une drôle de situation. Oui, et il s'avère que toutes les 2 sont ses maîtresses actuelles. D'abord, il glisse dans une sorte de stupeur. Il rougit, pâlit, comme le dit Navikov. Mais après, la lutte principale se déroule entre ces 2 jeunes femmes. On dirait qu'elles sortent des épingles de leurs cheveux et commencent à se piquer mutuellement. Le Lovelace se retire, mais leur combat continue. Et ici, il me semble, il est très important qu'en plus de quelques points sérieux et instructifs, il ait été particulièrement sensible aux détails de la vie de tous les jours. Quand on s'arrête à ces détails et qu'on y pense, on se dit « À quel point tu es génial, quel bon écrivain tu es !» Est-ce que c'est facile à lire? Ça se lit normalement. Autrement dit, on comprend que c'était avant Pouchkine. Il y a une ombre du passé dans la langue. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'il s'amuse. Il publiait des magazines satiriques dans lesquels il y avait de l'humour, ce qui signifiait qu'il s'agissait non seulement de la lutte contre l'autocratie, mais aussi de la rencontre avec la nature humaine. C'est la chose la plus intéressante qui puisse arriver à un écrivain. Il a également publié dans ses journaux des écrivains, dont les œuvres ont suscité un grand mécontentement auprès des autorités, parmi lesquelles figurait notamment Fonvisine. Je dois dire que dans notre émission sur Fonvisine, nous avons parlé d'une œuvre intitulée « Épître à mes serviteurs », publiée par Navikov. Pas étonnant que Catherine soit devenue folle. Ce mot est approprié, nous n'exagérons pas. Et ces journaux ont fermé les uns après les autres.
Autrement dit, elle en fermait un. Il en ouvrait un autre, et le même scénario se produisait. Le poème de Fongizine, Épître à mes serviteurs, Choumilov, Vanka et Petrouchka, avait initialement été diffusé par le biais des manuscrits. Navikov a décidé de le publier. L'auteur demande à ses serviteurs pourquoi ce monde a-t-il été créé. Vanka, qui était à Moscou et à Saint-Pétersbourg, a décrit ses impressions de la société moderne comme suit. Les popes essaient de tromper le peuple. Les serviteurs, le majordome. Les majordomes, les maîtres. Les maîtres se trompent les uns les autres. Et les nobles boyards, souvent, ils veulent aussi tromper le souverain. La colère de Catherine, son mécontentement face à ce qu'il faisait ont conduit à la tragédie. Mais avant cela, il y avait eu le déménagement à Moscou, le travail dans une imprimerie. Et là aussi, il y avait des situations paradoxales, quand Catherine s'attendait à des dénonciations contre lui. Mais les gens écrivaient de bonnes choses à son propos. Bien sûr, sa vie était liée à Catherine. Je dois dire que dans sa jeunesse, il était un sacré fainéant. Le diacre du village lui a appris à lire et à écrire, mais il a ensuite été exclu du lycée pour échec scolaire et paresse. Avec Potemkin comme mauvais élève. Oui, ensuite, ils se sont enrôlés dans l'armée. Et la première promotion dans le service militaire a eu lieu après qu'il ait gardé le pont cette nuit mémorable où Catherine est arrivée au pouvoir. Il est devenu sous-officier. Puis il a commencé à se rapprocher rapidement des autorités. Catherine l'a engagé dans l'élaboration d'un nouveau code qui était au fait la constitution du palais et il y a contribué. Puis il y a eu les magazines satiriques. Au début, c'était pour le plus grand plaisir de tous, puis la lutte a commencé. Puis il a dû partir à Moscou. Et là, il est devenu un éditeur de livres extraordinaire. La production de livres a connu un rebond. Il a dirigé une imprimerie là-bas. Oui, des livres remarquables ont commencé à paraître. Et Catherine a commencé à chercher des renseignements sur lui, sur sa position, car il semblait être un impie, athée et révolutionnaire. Et étonnamment, l'archevêque de Moscou, Platon, en 1786, a dressé, dirais-je, un portrait éblouissant de Navikov. Très miséricordieuse impératrice, je dois, dans la conscience et ma dignité, vous transmettre que je prie le Dieu tout généreux, afin que non seulement dans la paroisse qui m'a été confiée par Dieu et par vous, votre Majesté toute miséricordieuse, mais dans le monde entier, il y aurait des chrétiens comme Navikov. Je dois aussi dire qu'il était membre de la loge maçonnique et il a immédiatement occupé des postes élevés. Étant une personne avec un talent philosophique extraordinaire, il y a naturellement pris de tels postes. Et au fait, il appartenait à la loge martiniste qui croyait que l'homme vit pour se rapprocher de Dieu. Mais il faut corriger l'homme et la position sociale pour qu'il puisse montrer qu'il est vraiment le chef-d'œuvre de la création. C'est, pour ainsi dire, une tendance progressiste dans la franc-maçonnerie, et si Navikov n'était pas à sa tête, elle était dirigée par le célèbre Schwartz, il occupait le poste de trésorier de cette loge. En principe, gérer l'argent, c'est une tâche importante. Mais je tiens à souligner que grâce à lui, on s'est mis à publier beaucoup plus de livres, et même en termes de revenus, il a commencé à rivaliser avec les boutiques à la mode de la rue Kuznetsky Most, là où les lumières étaient concentrées. Un vrai succès. Et Navikov a contribué à la création d'une guilde de traducteurs et de philologues. Il a collecté de l'argent pour cette cause. Ses activités étaient très diverses. Oui, dans le journal Moskovski Vedomosti, il avait une annexe où étaient publiées diverses informations sur les sciences et les arts. Et c'était une éducation au sens concret. Et répondant à la question concernant le nom de notre programme, nous pouvons dire « Mais demandez à Navikov, c'est lui qui l'a créé. » Et regardez, il voyait les choses clairement, et il a réussi. Et quand après la Révolution française, le déclenchement de la réaction de Catherine fut
comme on disait, de lui mettre le couteau sous la gorge. La confrontation avec Catherine s'est finalement terminée par la défaite de Novikov et son emprisonnement. Il y avait 2 points. Tout d'abord, Catherine était agitée par la publication d'anciens manuscrits russes de contenu païen. Elle les considérait comme antichrétiens. De plus, il y a eu des années de vaches maigres et notre héros, Nikolai Ivanovitch, a aidé ses paysans. Nous rappelons qu'il était un ardent combattant contre le servage. Et il a, en quelque sorte, grâce à ses fonds, utilisons ce terme moderne, aidé les paysans à survivre et beaucoup de gens ont été sauvés. Cela a également provoqué la colère de Catherine, car il a donné un exemple à l'État. Elle ne pouvait pas le réaliser à l'échelle nationale, mais il a montré comme cela aurait dû être. Le résultat a été un coup dur. Il a même été torturé. L'enquêteur lui a parlé et souligné ses traits impressionnants. Navikov m'a été amené hier soir. Je l'ai interrogé en vertu du décret de votre plus haute majesté impériale, où il avait acquis les domaines et en outre sur les circonstances révélées. Et, ayant souffert avec lui pendant plus de 3 heures, je ne pouvais pas faire plus, comme vous daignez le voir sur la copie ci-jointe de son interrogatoire. Moi, l'impératrice la plus miséricordieuse, j'ai rarement vu une personne aussi insidieuse et rusée. Et de plus, c'est un homme d'une nature vive et d'un esprit vif, d'un caractère audacieux et impudent. Bien qu'il semblait timide, il n'était pas confus. Son seul but était de dissimuler ses crimes. Et avec beaucoup de difficulté, je l'ai forcé à se confesser qu'il avait ordonné de vendre des livres interdits. C'est une personnalité courageuse et impudente. Nous l'avons déjà compris de notre conversation sur Novikov. Rappelons que Catherine l'a condamné à mort, c'est-à-dire le châtiment le plus terrible pèse sur lui. Pourquoi alors a-t-elle changé d'avis? Navikov est considéré comme la première personne dans l'histoire de la Russie à créer l'opinion publique grâce à ses livres, grâce au cercle d'édition. Et l'un des porte-paroles de cette opinion publique était Karamzin, qui a écrit Ode à la miséricorde, qui a supplié Catherine, étant une impératrice, mais en même temps une personne étonnamment libérale au début de sa carrière, de sauver notre héros. C'est une pièce magnifique. Quelle nuit ne s'illuminera pas de tes yeux de soleil? Toute révolte sera domptée avec ton sourire. Quand tu parles, les tonnerres s'engourdissent. Là où tu marches, les fleurs s'empourprent et la grâce jaillit du ciel. Cela a-t-il aidé à atténuer la situation? Notre héros a échappé à l'échafaud, mais la punition a été brutale. C'est 15 ans de prison, dont il a purgé 4 ans seulement parce que Catherine meurt et que Paul arrive au pouvoir. Dès le premier jour, il libère Navikov et se rend dans son village. Il y devient un célèbre cultivateur et jardinier, mais il n'est plus engagé dans les activités sociales jusqu'à la fin de sa vie. Il se plaint seulement de ses douleurs. C'est dur pour lui. Il y a des lettres de cette période où il ne mentionne absolument aucune de ses activités sociales. Il survit à l'invasion de Napoléon. Dans ses arrières, il est impossible d'aller nulle part. Il meurt en silence en 1818. Et on peut parler de la renaissance de son nom dans les années 1830 grâce à Belinsky. Et sous Alexandre II, il est déjà la fierté de la culture russe. Un éditeur bien connu, il a publié des revues, il a écrit « Qu'est-ce qui est important d'autre ?» Il me semble qu'il est un exemple, un témoignage que les Lumières ne sont pas une science sèche. C'est l'activité, la recherche du destinataire, ce qu'il a fait. C'est la classe marchande, la classe moyenne, la bourgeoisie qui est en train de naître. C'est sa volonté de faire d'un livre non seulement le patrimoine d'une classe, mais un phénomène pan-russe. Et il l'a fait, il a réussi, n'est-ce pas? Oui, et malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'illettrés après Navikov, les livres sont devenus en eux-mêmes un signe de culture. Tout le monde s'est précipité pour lire. Et maintenant, il continue. Un peu moins en effet. Pourquoi la Russie est-elle célèbre? Parce qu'elle lit.
Rappelons ce que le décembriste Nikolai Turgenev a écrit à propos de Novikov. À la tête du mouvement, élevé par les sociétés maçonniques, se trouvait Novikov, un homme très remarquable et d'autant plus digne d'honneur et de respect de la part des amis de l'humanité, car il était peu apprécié dans le pays, qui était glorifié par ses grandes œuvres bien utiles. Ceux de ses contemporains qui le connaissaient bien, qui pouvaient voir les résultats immédiats de ses efforts, de ses activités, se plaignaient souvent de l'indifférence du public russe, qui permettait à ce bon apôtre de vieillir et de mourir dans un coin d'un vaste empire, oublié, pauvre, seul, étouffé par le poids du malheur. Il rougissait toujours de honte pour l'ingratitude de la littérature russe qui ne trouvait pas un mot de consolation pour celui à qui elle doit tant. C'est un point très important que vous avez noté. Ce n'était pas ennuyeux. L'éducation, selon Novikov, était, comme l'on dit maintenant, un infodivertissement. C'était à la fois sérieux et divertissant. Et en plus, c'était aussi aphoristique. Ce sont les aphorismes qu'il met en avant dans ses revues. En plus, je trouve qu'ils semblent très modernes. Et en plus, il révèle l'esprit profond et le désir de Novikov d'être à la surface de la vie, de ne pas se lancer uniquement dans les affaires philosophiques ou religieuses, mystiques en quelque sorte, ou liées à la franc-maçonnerie. Un homme qui voit une belle femme n'a plus aucune raison de vouloir être son mari, tout comme l'homme qui, s'émerveillant des pommes d'or dans les jardins hespériens, voulait être le serpent qui les gardait. Une femme tentée par un traitement saisonnier utilise les hommes de la même manière qu'un joueur d'échecs expérimenté le fait avec ses pions. Il n'en prend pas un pour un, de sorte qu'en même temps, il n'oublie pas un autre, ce qui pourrait lui être plus bénéfique. Beaucoup disent ne jamais boire de vin ou de café. Il y a ceux qui, avec un esprit froid et sans le moindre scrupule, disent « Je ne lis jamais ». Alors pourquoi ne pas leur dire ceci ? Je suis un fou, je ne raisonne jamais. Si nous essayons de distinguer certaines de ces idées, vues philosophiques, que devrions-nous dire ? Curieusement, malgré le fait que l'État, représenté par Catherine II, lui ait fait des revendications monstrueuses, Novikov a développé une idée très étatique du service. L'homme doit servir l'État, et l'homme doit servir le Tout-Puissant, autrement dit, une personne de service. Et il doit servir l'État de manière à mettre en valeur sa nation, ses particularités, et ne pas succomber aux influences de différents côtés. À cette époque, ce n'était pas surprenant. Il y avait une forte influence française, parfois très superficielle. Et ce ridicule des traits superficiels de l'influence française est constamment présent chez Novikov, ainsi que chez Fonvizine et Raditchev. Et comme exemple de la façon dont il se moque du gallicisme superficiel, voici une citation de sa revue satirique. Un jeune cochon, russe, qui a parcouru des terres étrangères pour éclairer son esprit et qui, ayant voyagé utilement, est déjà revenu un vrai cochon. Ceux qui veulent le regarder peuvent le voir, sans sou, dans de nombreuses rues de cette ville. Mais il ne faut pas penser qu'il divertissait exclusivement les lecteurs avec des aphorismes et les jeunes cochons. C'était une personne profonde et sérieuse. Certainement. Il parlait très profondément de la France, s'intéressait à Diderot et Voltaire, se disputait avec eux, critiquait, mais en même temps trouvait des significations sérieuses inhérentes aux encyclopédistes. Du coup, il a complètement défendu le luxe. Il semblerait. Comment se fait-il, le voilà protégeant le luxe ? C'était un homme associé à la philosophie du commerce. Et il y a un grand traité à ce sujet. Il croyait que le luxe était le moteur du commerce, la poursuite du commerce des carburants de luxe. Mais en même temps, il a dit que le luxe était bon en France, où il existait divers degrés de richesse légitime. Et il a mis la Russie en garde contre le luxe illégal. C'était aussi un visionnaire. À cet égard, une philosophie paradoxale se pose. Les fondamentaux des Lumières françaises, oui. L'imitation idiote, non. Naturellement,
il y aura toujours des gens qui diront qu'il détestait la France. Il y aura ceux qui diront qu'il est sorti entièrement des Lumières françaises. Non, il a quitté le domaine près de Moscou et, rassemblant tous les efforts de pensée, a fait la philosophie russe des Lumières pour laquelle il a été honoré et loué. Le monarque le plus prudent, dans son choix, peut se tromper, mais l'œil de Dieu, jamais. Par conséquent, en toute justice, nous pouvons alors être fiers et honorés du fait que Dieu nous a choisis parmi de nombreuses autres substances possibles pour en faire des humains. Il a créé les humains. Malgré le fait qu'il ait été accusé de quoi que ce soit, y compris l'athéisme, sa position était que l'homme, en tant que serviteur de Dieu et de l'État, est un élément très important de la vie cosmique sur Terre, et cela l'élève au-dessus des autres êtres vivants. Eh bien, il est difficile de ne pas partager son point de vue.